une histoire flippante qui m'est arrivée il y a quelque temps. Pas préécrite ni rien, mais je la partage si ça intéresse des gens. Toute ma famille est pro-armes. Mes parents ne sont pas de gros collectionneurs, mais ils soutiennent le principe et aiment tirer de temps en temps. Un jour, on va au stand de tir pendant un long week-end. Les locations sont gratuites. J'essaie une Kalachnikov, coup de foudre immédiat. Mon père m'en achète une pour mes 18 ans. Trop stylé. Jusqu'ici, la seule arme que je possédais, c'est un petit fusil à verrou, 22 mm, que mon grand-père m'avait offert quand j'étais gosse. D'un coup, je me sens vachement plus confiant. Genre, je peux régler les problèmes maintenant que je sais tirer. Je vis sur l'île de Sanibel, juste au large de la côte ouest de la Floride. Super bel endroit. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de lycée sur l'île. Le plus proche est à Fort Myers, à 45 minutes. Le trajet en bus dure plus d'une heure. Le bus passe vers 5 heures du matin tous les jours. Beaucoup trop tôt. Un matin, je me réveille. La maison est plus froide que d'habitude. Routine normale. J'enfile mes écouteurs et je marche 10 minutes jusqu'à l'arrêt de bus. L'arrêt est juste sous les lignes électriques. Elle bourdonne super fort. Je me souviens qu'il y a quelques années, elles avaient explosé et fondu un peu partout. Les câbles fendus étaient tombés pile là où je me tiens. Du coup, je décide de me mettre un peu plus loin, en face de la route. Là, il y a un petit passage qui mène à la plage. De là, je peux voir la mer. Le bourdonnement des câbles devient de plus en plus fort. Et là, je me rends compte que mon iPad s'est arrêté depuis un moment. Le seul son que j'entends, c'est ce foutu bourdonnement. Je suis du genre parano, alors je reste planté là, figé, à écouter le silence. Rien pendant plusieurs minutes. Puis j'entends une portière claquer derrière moi. Un mec sort de sa voiture sur le parking d'une supérette fermée. Je rigole un peu. Genre, t'es bête d'avoir un peu peur, pour rien. Le type contourne sa voiture et va vers la porte du magasin. Il regarde à l'intérieur. Il essaye d'ouvrir. Fermé évidemment. Il insiste. Toujours rien. Là, je commence à flipper à nouveau. Je me dis que je suis peut-être en train d'assister à un cambriolage. Sauf que c'est bizarre de voir un cambrioleur en short cargo et thon. Finalement, il abandonne. Il se retourne et me voit. Il sourit. Pas un sourire flippant, plutôt genre « Ah tiens, un voisin que j'ai pas vu depuis longtemps ». Il me fait signe. Je le salue timidement en retour. Toujours un peu sur mes gardes. Il remonte dans sa voiture et conduit vers mon arrêt. Oh merde, le regarde pas. Il s'arrête pile devant moi. Salut Anon, comment ça va? Quoi? Comment elle connaît mon nom? Ça va tranquille, je lui réponds. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Il me dit. J'attends le bus scolaire. T'es encore au lycée? Je pensais que t'avais fini. Pas encore, mais bientôt. Je commence à me calmer. Peut-être c'est un de potes de mes parents que j'ai oublié. T'es tout seul ici? Pour l'instant, ouais. Fais gaffe, il y a eu des signalements de lynx ou d'autres bestioles dans le coin. Ah ouais, j'ai entendu. Merci. D'ailleurs, pourquoi t'essayes d'ouvrir le magasin? Le monsieur a l'air un peu paumé, comme s'il n'avait pas compris la question. Je crois que j'ai oublié un truc là-dedans plus tôt. Il est 5h20 du matin. Ouais, bien sûr. Je me dis que c'est mieux de pas insister. Et je vois les phares du bus arriver. Ah voilà mon bus. J'attends qu'il parte, mais il reste là, juste à me regarder. Bon, à plus. Toujours rien. Je monte dans le bus, il reste garé un instant, puis s'en va. Je vis une journée normale à l'école. Le soir, je rentre. Routine, dodo. Le lendemain matin, même rituel. Et je repense aux histoires de lynx. Cette fois, je mets pas mes écouteurs, histoire d'entendre si quelque chose s'approche. J'arrive à l'arrêt. Le bourdonnement est encore là. Je change de place pour me calmer. Je vois la mer, les vagues, et soudain quelque chose bouge. C'est sombre, je distingue à peine, mais c'est une silhouette qui marche le long de la plage. Elle fait des allers-retours, de long en large. Probablement quelqu'un avec un détecteur de métaux, je me dis. Mais elle se rapproche. Non, elle devient plus grande parce qu'elle avance. C'est sûrement un promeneur. Rien d'inquiétant. Je tousse. La silhouette s'arrête net. Elle se tourne vers moi. Là, ça devient très inquiétant.
On se fixe, immobile. 1 minute, 2, 5, 10. Où est ce foutu bus? Oh, salut Anon. Quoi? La silhouette s'avance. Elle rentre dans le halo du lampadaire. C'est le même gars qu'hier. Oh, il est beaucoup plus grand que je pensais. Je recule d'un pas. Il le remarque. Il s'arrête. Oh, désolé, je t'ai fait peur? Il est au milieu de la route. Je dis rien. Allô? Tout va bien? Il agit comme si c'était moi le taré. Des phares apparaissent au loin. Il tourne même pas la tête. Son visage devient soudain froid, furieux. Il recule lentement vers la plage. La voiture passe et je me casse en courant. Je lâche mon sac parce qu'il me ralentit. J'arrive chez moi. Je verrouille toutes les portes. Je réveille mes parents. Je leur raconte tout. Ils me disent qu'ils appelleront la police le matin si j'ai encore peur. Je monte dans ma chambre. Je verrouille la porte. Je me blottis avec mon kalachnikov. Il est impossible de dormir. Le matin, je décide de ne pas appeler les flics. J'ai déjà vu pire avec les types bizarres du coin. Mes parents me laissent la journée libre. Je me dis que c'est pas si mal. Vers 11h, j'attache les chiens pour aller marcher. J'ai toujours pas dormi. Et là, je vois un truc. Un gros machin noir, appuyé contre la boîte aux lettres. J'avance. C'est mon sac à dos. Oh putain. Oh putain. Je le prends et je rentre. J'en parle à mon père. Il dit merde et appelle direct les flics. Ils arrivent 20 minutes plus tard. Ils posent des questions, prennent quelques descriptions, mais en soi, le gars n'a rien fait d'illégal, donc ils peuvent pas faire grand chose. Ils promettent de garder un œil ouvert. Je suis un peu plus rassuré, mais je sors plus. Mon père sort alors ses vraies armes, qu'il a cachées dans le placard. Des fusils d'assaut, des fusils à pompe, tout un arsenal. Il me dit, tu vois, on est couvert, détends-toi. Cool papa. Je retourne dans ma chambre et je m'écroule. Je dors jusqu'à 23h30. Mon ventre me hurle dessus. J'ai pas mangé de toute la journée. Je regarde mon téléphone et j'ai plusieurs appels manqués et messages de mes parents. On sort dîner. On te ramène quelque chose? Tout parle de bouffe. Je leur réponds. Désolé, je dormais. Oui, j'aimerais bien qu'on me ramène un truc à manger. J'ai une réponse immédiate de ma mère. Ok. Je leur demande. Vous rentrez quand? Dans 1 heure. Je regarde l'heure. Il est presque minuit. Vous partez quand? Pas de réponse. Ma mère doit être pompette. Je descends me servir un bol de céréales. Aucune lumière allumée. J'éclaire chaque pièce en passant. Et je n'entends pas mes chiens. Normalement, ces saloperies aboient tout le temps. Je me sers un bol de Reese's Puff. Je remonte les escaliers. Silence total. J'arrive à l'étage. Je me tourne vers ma chambre. Et là, une ombre humaine sur le mur. Je me fige. Je pose lentement mon bol de céréales. Merde, mon kalachnikov est dans ma chambre. Ma machette aussi. Je vais crever. Je redescends doucement sans quitter la porte des yeux. Je glisse. Je dévale les escaliers. La porte de la chambre de mes parents s'ouvre. Ma mère sort. Ah non, qu'est-ce que t'as fait? Je mets mes doigts sur mes lèvres pour lui dire de se taire. Elle voit ma tête paniquée et comprend. Silence. 3 pas distincts. Des vrais pas. Clairement venant de ma chambre. Le visage de ma mère se décompose. Elle va réveiller mon père. Il sort en caleçon, un vieux 44 mm à la main. Il avance vers ma chambre sans hésiter. Silence total. Il revient. Il n'y a personne. Tu te fous de moi? Je cours vérifier. Personne. Je prends mon kalachnikov et je fais le tour de la maison. Personne. Porte fermée. Ma mère jure qu'elle a entendu les pas aussi. Elle cherche son téléphone. Il est introuvable. Je sors le mien et je leur montre les textos que j'ai reçus. Elle me dit qu'elle n'aurait jamais envoyé ça. Et là, on réalise. Les portes étaient toutes verrouillées. Donc soit quelqu'un avait la clé, ou soit il est encore dans la maison. De nouveau pas. Ma mère comprend toujours pas. Quoi ?
Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone vibre. J'ai de nouveau un message. Home. Je suis à la maison. Je lui dis de appeler les flics direct. Et elle appelle avec le téléphone fixe. J'explique que quelqu'un est entré. Mon père lui dit d'ajouter qu'on est blanc, histoire qu'il se bouge. Elle le fait. Les flics arrivent en moins de 5 minutes, et ça marche. Ils fouillent toute la maison, et ils trouvent un mec caché dans le vide sanitaire, près de la chaufferie, juste à côté de ma chambre. C'était le même gars qui m'a salué il y a 2 jours. Il a été arrêté. Apparemment, il vivait dans sa bagnole et volait de la bouffe à la supérette. Ma mère a dit qu'il la draguait souvent, avant qu'elle ait commencé à l'éviter. On n'a jamais su comment il est rentré, alors que tout était verrouillé. Perso, je pense qu'il s'était planqué là depuis le début. Et depuis, j'ai encore du mal à dormir sans une arme à côté de moi. C'est pas aussi flippant qu'un skinwalker, mais bordel, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Bon, réservation de skinwalkers. Je vais vous raconter une histoire de mon travail. Je rentrais chez moi tard un soir après avoir bossé dans les bars. Je vérifie mes mails et ma centrale m'a planifié une mission pour le week-end, dans la partie ouest de l'État. Ok, très bien. De toute façon, je n'avais pas envie de nettoyer du vomi ce week-end. Je nettoie ma bagnole pour une prise en charge à l'aéroport. C'est 3 types venus de l'ouest qui doivent arriver. Ils ont des noms anglais, même si c'est clairement des Amérindiens. Donc, pour cette histoire, on va les appeler Jeff, Carl et Ryan. J'arrive à l'aéroport, je me tiens dans les vents en l'escalateur avec ma pancarte où il y a le nom de Jeff. C'est lui qui a fait la réservation. 3 gars, évidemment natifs, descendent de l'escalateur. Je m'attendais à voir des noms du genre Danse avec les loups, Ombre aigle ou Flèche fendue, mais non. Jeff, Carl et Ryan. Très bien alors. Je charge leurs bagages, juste des sacs en toile et un gros coffre en bois. Le coffre est super lourd. Sur la route, ils racontent des blagues de natifs et se moquent de notre façon de conduire dans le Maine. Ah, vous avez des voitures au lieu des chevaux. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a qu'une seule route qui mène à l'extrême ouest du Maine. Le nord-ouest de l'État est littéralement vide de toute trace humaine. C'est du vrai territoire à la Bear Grylls. Jeff me dit de rouler vers Jackman et qu'il me dira quand on est, avant qu'on y arrive. On roule longtemps, très longtemps, presque jusqu'à la frontière canadienne. Il me dit de tourner sur un chemin de terre boueux. J'enclenche le mode 4x4. Ma bagnole perd son mode bête de guerre pendant qu'on s'enfonce dans ce qui ressemble à une route de bûcheron. Effectivement, je dois m'arrêter pour laisser passer un camion de bois. Le chauffeur me regarde genre « Mais qu'est-ce qu'une bagnole de ce type fout ici ?» Carl explique que les bûcherons sont entrés sur le territoire de leur tribu et qu'ils ont ignoré leur avertissement de rester en dehors de leur terre. Ryan rigole. On continue sur la route de bûcherons jusqu'à dépasser leur camp. Juste une rangée de mobile homes miteux, un gros générateur qui alimente le tout, des canettes de bière partout. Jeff soupire en voyant le désordre et me dit d'accélérer. Je le fais, mais pas trop. La boue rend la conduite difficile à cause des énormes ornières laissées par les camions. Ma bagnole glisse un peu dans les virages. Les gars trouvent ça cool qu'on drift dans un SUV de luxe. Moi, pas vraiment. On arrive dans une clairière avec une grande clôture style ranch. La clôture fait peut-être 10 ou 12 pieds de haut. Ça me fait penser au mur d'un vieux fort dans un western. Jeff me dit de m'arrêter avant la clôture. Ryan et Carl descendent, et Jeff et moi nous restons dans la bagnole. Ryan s'avance vers le mur. On dirait qu'il lui parle. Et Carl se met devant le SUV, bras croisés, jambes écartées, genre maître de karaté qui veut frimer. Je prends mon téléphone pour prévenir Centrale, mais il y a 0 signal. Génial. Je vais me faire scalper et je ne pourrai même pas le raconter à personne. Jeff me voit agiter mon téléphone dans tous les sens pour essayer d'avoir du réseau. Pas de signal ici, Dave. On a apporté un téléphone satellite par contre. Tu crois que je peux l'utiliser pour dire à mon patron que je suis toujours vivant? Je lui réponds. Bien sûr. On doit aussi prévenir nos femmes qu'on est bien arrivés. Tu pourras t'en servir après nous. Merci Jeff, je lui dis. Pas de problème, mais fais silence un moment. D'accord Dave? Je te dirai quand tu pourras reparler. Votre tribu n'aime pas trop le diable blanc. Un truc comme ça, non? Super. Plus flippant.
Tu meurs. Je croise les bras et j'attends de voir ce qui va se passer. À peine je fais ça que la clôture s'ouvre. Et là c'est bizarre, parce qu'elle n'a pas de charnière, pas de mécanisme, rien. Mais elle s'écarte juste assez pour laisser passer ma voiture. Carl grimpe sur le marchepied et s'accroche à la galerie de toit. Vas-y, Carl sait ce qu'il fait. Ryan saute au-dessus au moment où on passe la clôture. Il se tient pareil que lui. On roule sur un vieux chemin de charrette, les arbres serrés de chaque côté. J'aperçois une clairière un peu plus loin. On débouche sur un village au style des vieilles cabanes en rondin. Des panneaux solaires et une roue à eau alimentent la communauté. Un petit ruisseau passe juste à côté. Des chiens et des gamins courent un peu partout. Un tas de gens, en chemise à carreaux et en jeans, s'arrêtent pour nous regarder passer. Tout le monde ici est archi natif, pour dire ainsi. Jeff me dit d'arrêter la bagnole devant la cabane la plus proche de l'entrée du village. Carl et Ryan sautent du véhicule dès qu'on arrête. Jeff me dit de rester dans la voiture jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher. Ok, très bien. Je mets le frein à main, j'incline le siège et j'attends. Jeff, Carl et Ryan entrent dans la cabane. 1 heure passe, rien. Je finis par m'allonger un peu, les mains derrière la tête. Je me réveille d'un coup au son de quelqu'un qui tape à ma fenêtre. C'est Jeff. Il fait déjà nuit. L'horloge de la radio indique que 4 heures se sont écoulées. Super, mon dos va me remercier. Dave, viens, sors de là. Je descends de ma bagnole et Jeff m'emmène à l'intérieur de la cabane. La cabane fait peut-être 3 pièces, pas plus. Un jeune type, cheveux courts, est assis à la table du coin repas. Il ne dit pas un mot quand j'entre. Jeff me dit de m'asseoir. Ryan et Carl sont aux fenêtres à observer la lisière de la forêt derrière la cabane. Dave, voici Ben. Le jeune se redresse et me tend la main. Enchanté Dave. De même, Ben. Je lui serre la main. On discute un peu. De mon boulot. Des droits d'alternative. Ce genre de trucs. Ben pousse la tête vers Jeff et les deux se lèvent. Je commence à faire pareil, mais Ben pose une main sur mon épaule et secoue la tête. Il me dit « Tu restes ici pour le week-end. On a des règles strictes concernant les blancs dans notre village. Tu n'as pas le droit de te promener. Jeff m'a dit que tu fumais. Tu peux sortir pour fumer près de mon camion. Mais c'est tout. Le reste du temps, tu restes ici jusqu'à lundi. » Je regarde Jeff qui hausse les épaules. « Ok, c'est votre village, je ne fais que conduire. » Ben acquiesce. « Tu es un homme de bien, David. Je te fais confiance pour respecter les règles. » Je lève le pouce, un peu gêné, et je me lève. Ben, Jeff, Ryan et Carl sortent. Super. Coincé dans une cabane tout le week-end. Heureusement, il y a le courant, un frigo, une radio et plein de bouquins. Pas de télé. Génial. Ennui total garanti. Je sors sur le perron pour fumer et je remarque que les gosses, les chiens et tout le monde sont rentrés. Il n'y a plus que moi, ma bagnole, seul, dehors. Il n'y a rien que moi, ma bagnole et le silence pénétrant qui nous mène. Je rentre à l'intérieur et je m'allonge sur le plus grand lit de la cabane. Finalement, c'est pas si mal. Je me réveille un peu avant l'aube. Le son des coyotes hurlant, tout de près, me sort du sommeil. C'est charmant. Ils sont bruyants, stridents, et ça me tape vite sur les nerfs. Je me lève. J'écarte un peu le rideau pour jeter un œil par la fenêtre. Je vois 3 ou 4 types à cheval, torche à la main, poursuivant les coyotes en direction du camp des bûcherons. Ouais, c'est bizarre. Je me dis qu'ils essayent sûrement de les chasser de leur territoire. Bon, je suis debout maintenant, autant préparer du café. Je fais chauffer de l'eau sur le vieux percolateur de poêle. L'odeur de café chaud remplit la pièce pendant que le soleil se lève lentement. Je sors sur le perron, cigarette à la bouche, tasse en main. Les gosses en dehors, traînant du bois de chauffage. Les chiens ont disparu, et les adultes s'activent à ramasser des œufs ou à bricoler par ici par là. Je tire sur ma clope, j'observe la scène, sirotant tranquillement. La journée passe sans incident, presque paisible. La nuit tombe à nouveau, les coyotes recommencent à hurler. Je me redresse, un peu agacé, et vais vers la fenêtre. Mais cette fois, dehors, il fait une nuit d'encre. Pas de lune, probablement couvert. Je sors mon téléphone et active la lampe torche. Putain de merde. Juste là, collé à la fenêtre, un homme me regarde. Ses yeux sont tout blancs, comme retournés à l'envers.
Je bondis en arrière, le cœur prêt à exploser. Et je file droit hors de la chambre. Je claque la porte derrière moi. Je cours jusqu'à la salle de bain, la seule pièce sans fenêtre. Je m'y renferme, le dos contre la baignoire, et j'attends. Je me réveille au matin, dans la baignoire. Ce n'était pas un rêve. Je ne me suis pas cinglé au point de dormir dans une foutue baignoire pour le plaisir. Je me redresse, encore tremblant, et sors pour fumer un clope. J'ouvre la porte, et Jeff est juste là. Je lâche ma cigarette et mon briquet. Je recule d'un pas sec. Il lève les mains en signe d'apaisement et entre lentement. Wow, du calme, Dave. Je lui dis, va te faire foutre. Un de tes potes m'espionnait par la fenêtre cette nuit. Les yeux à l'envers. Dave, c'était juste une précaution pour vérifier que tu ne sortais pas. Et donc le gars fait semblant de regarder son propre cerveau. Jeff explique que c'était une sorte de rituel. Que ce type s'est amusé à me faire peur en roulant les yeux. Ouais bah, qu'il aille se faire foutre ton rituel. Jeff éclate de rire et me prépare du café. Il est délicieux. Genre, le meilleur café de ma vie. On s'en fumait ensemble. Et petit à petit, la tension retombe. Ryan et Carl viennent sortir le gros coffre de l'arrière du SUV. Ben passe me voir pour s'excuser de l'incident de la veille. Il m'assure que personne ne voulait me faire du mal. On échange quelques pics culturels, puis on finit par en rire. Il me prévient qu'un orage approche cette nuit, et balance. Garde une paire de culottes de rechange, au cas où tu flippes encore. Haha, très drôle. Aucun enfant dehors aujourd'hui, seulement les femmes qui vaquent à leur occupation autour du village. Quand la nuit tombe, je sors fumer, et j'en remarque une énorme lueur au loin. Une gigantesque flamme qui s'élève près du ruisseau. Trop loin pour distinguer les détails, mais ce que je vois c'est clair. Ils jettent des coyotes morts dans le feu. Je suppose qu'ils purifient la terre, ou un truc du genre. Je rentre. Cette fois j'accroche une couverture devant la fenêtre. On ne me répondra pas à me faire mater par un zombie. Je m'allonge. Je répète que c'est la dernière nuit de cette galère. La pluie commence doucement. Puis sans prévenir, c'est le déluge. Un orage monstrueux s'abat sur la forêt. Le toit fuit à plusieurs endroits. La foudre éclate les murs toutes les 30 secondes. Je ferme toutes les fenêtres. Je tasse des serviettes sous les portes pour empêcher l'eau d'entrer. Le vent hurle. Je me réfugie dans le salon avec une couverture et la lampe de poche. Et puis bam, un coup de feu. Juste dehors, je me fige. Un deuxième coup éclate. Plus lointain, suivi d'un cri. Les chiens aboient comme des fous. Je m'accroupis près de la fenêtre et j'écarte un peu le tissu. Je distingue des silhouettes qui courent sur la pluie, torche à la main. Et au milieu d'elles, une forme qui rampe. Quelque chose d'humain, mais pas tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce n'est pas l'un des leurs. Je recule, la gorge sèche. Une troisième détonation. Silence. Je reste assis là, à fixer le rideau. Le tonnerre s'éloigne peu à peu. Je dois m'être endormi, parce que quand j'ouvre les yeux, le soleil filtre déjà les arbres. Tout est calme. Trop calme. Je me lève, j'ouvre la porte. Le sol est jonché de boue et de traces de bottes. Pas de signe de bûcheron, pas un bruit d'oiseau. Je me rends compte que tout mon corps tremble encore. Je fume 2 clopes d'affilée avant d'oser bouger la voiture. Je décide que c'est fini. Je remballe mes affaires, balance tout sur le siège passager et je démarre. En sortant du campement, j'aperçois Ben. Il est debout seul, au bord du chemin, trempé jusqu'aux os. Je freine, baisse la vitre. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, je le demande. Il me regarde un long moment sans parler. Ses yeux sont rougis, sa voix rauque. On a dû enterrer quelque chose, il me dit. Je sens un frisson monter vers ma nuque. Je lui posais des questions. Il tourne déjà les talons. Il s'éloigne lentement, sans un mot. Je reste là, le moteur tournant. La pluie recommençant à tomber. Et pendant un instant, j'ai cette sensation, comme si quelqu'un était assis sur le siège arrière. Je me retourne à coup. Rien. Jusque la couverture que j'avais accrochée devant la fenêtre. Mais elle est déchirée, exactement au niveau des yeux. Je n'ai jamais revu Ben, ni Jeff, ni aucun des autres. Quand je suis revenu avec la compagnie 2 semaines plus tard, la clairière était vide. Plus de cabane, plus de campement.
Juste un tas de cendres noires et quelques ossements dans la terre humide. Les gars ont cru à un incendie accidentel. Moi je sais que c'est autre chose. Je ne dors plus sans tirer les rideaux. Et chaque fois qu'un coyote hurle dans la nuit, j'éteins la lumière et j'attends à ce que ça se passe. Salut ex. Je traîne ici depuis quelques années. J'ai lu plein d'histoires de Goatmen et de Skinwalkers. J'ai toujours trouvé ça cool, mais je n'y ai jamais vraiment cru. J'habite à New York. Même si je vais parfois dans les bois, dans les comtés alentours, ou dans le nord de l'État, je pensais que mes chances d'en croiser un étaient quasi nulles. Eh bien, je me trompais. J'ai grandi ici. J'ai déjà vu pas mal de trucs bizarres. J'ai failli me faire agresser plusieurs fois, croiser des camés, tout le package new-yorkais. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je doute que ce soit quelque chose de non humain, mais ce que j'ai vu là-dessous, ça m'a glacé. Je vais raconter ça en green text, alors désolé si je vais lentement. Mais accrochez-vous, parce que c'est lourd. C'est moi. Je rentre du boulot après avoir fermé le magasin, où je trime toute la journée. Il n'y a rien d'inhabituel. Il est environ 23 heures. Un dimanche soir. Pas trop inquiet pour le trajet de retour. Je prends le métro local pour rentrer tranquille. J'ai pas à bosser demain. Je pourrais dormir jusqu'à midi. Je mets mes écouteurs et je tire une grosse latte de mon pen à weed. Ça sent bien. Je descends les escaliers du métro. Je croise un SDF à moitié à poil, effondré sur les marches. Rien d'étonnant. Je passe à côté. De toute façon, on est à New York. C'est un samedi matin. Non, 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 n'y va pas, il marmonne. J'ignore. Je me dis qu'il est encore un peu perché au crack. J'arrive sur le quai. Vide. Comme d'habitude à cette heure-là. Le panneau indique 19 minutes d'attente au lieu de 8. Bon, tant pis. J'attends. Au bout de 5 minutes, une odeur immonde sort du tunnel. Au début, je m'en fous. C'est pas rare dans le métro. Mais là, ça sent pas la merde, ni le vomi, ni le rat crevé, ni les ordures brûlées. Non, c'est métallique. Ça sent le sang, avec une pointe d'acide et de bile. Je me dis d'un clochard a dû pisser sur le 3e rail et exploser. Mais j'entends rien. Un grondement retentit. Je crois que c'est le train dans l'autre direction, mais pas d'annonce dans les haut-parleurs. Je laisse couler et continue à planer tranquille. Puis, je remarque que quelqu'un est au bout du quai. Le gars est super loin de moi, mais je vois qu'il me regarde. Il est debout, tout au fond du quai, là où l'arrière du train s'arrête. L'entrée est à l'opposé, donc il n'y a aucune raison d'attendre là. Et il est petit, genre à la taille d'un gosse de 10 ans. Il est face à moi, et je jurerais avoir vu ses yeux. Et je pense c'est peut-être un autre crack-raide. Je sors mon couteau de poche de mon sac, comme toujours. Ce truc m'a déjà sauvé la vie 2 fois. Je m'en sépare jamais. Le train arrive enfin. Je me lève, prêt à monter, et soudain, le SDF d'avant déboule en courant et commence à se frapper la tête contre la grille en métal. Il hurle. Non, 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 non. Ok, là je flippe. Je regarde à nouveau le quai. Le petit mec est toujours là. Il ne bouge pas. Il me fixe. Je monte dans le train. Je me déplace entre les wagons jusqu'à la tête du convoi. Les 3 premiers wagons sont quasi vides. Parfait. Je m'assois juste à côté du conducteur. Comme ça, si un truc se passe, je peux cogner à sa porte. Je peux pas arrêter de penser à ce type sur le quai. Je me sens pas bien. Je décide de descendre, à la prochaine station, et d'attendre le train suivant, histoire de me calmer un peu, de fumer un peu. C'est la station de la rue 14, Union Square, sur la ligne 6. Le quai est en courbe, avec des zones qui ressortent du bord pour la sécurité. Je m'assois, crevé. Le train repart lentement, les roues crissent. Et là, je le vois. Dans le dernier wagon, il est debout à la vitre, en train de me regarder. Il porte une capuche, mais je vois ses yeux, enfoncés, avec des cernes noires et des sclérotiques jaunes. Ses iris sont si sombres qu'on dirait des trous. Pas de nez visible. Et ce sourire, mon Dieu, pas de dents, juste une bouche étirée d'une oreille à l'autre. Un sourire humain ne peut pas s'étirer comme ça. Le train part lentement à cause du virage serré de la station. On se fixe, l'un l'autre, pendant de longues secondes. Je jure que j'ai jamais eu aussi envie de me chier dessus de ma vie. Et le pire, il a grandi. Sa tête touche presque le haut de la fenêtre du wagon. Faut faire plus de 1,95 m pour ça. L'odeur avait disparu. Je regarde l'écran. Prochain train dans 5 minutes.
Je souffle un peu. 3 minutes plus tard, l'odeur revient, comme si elle avait suivi le tunnel. Le nouveau train arrive, s'arrête. Le conducteur attend que les passerelles du quai se déploient. Et là, un rugissement monte juste sous mes pieds. Et une main sort du bord du quai. Ouais, une putain de main. Une main bleutée, avec des poils blancs sur les doigts et des ongles longs comme des pièces de 5 centimes. Je me barre direct. Je cours jusqu'à la ligne Broadway pour prendre un autre train, parce que cette ligne croise à nouveau ma ligne principale plus loin. Je saute dans le premier métro qui arrive. Je souffle, je me dis ok mec, respire. Qu'est-ce que c'était ce bordel? La main que j'ai vue n'était pas humaine. C'était froid, lisse, presque translucide. Et ce rugissement, c'était pas un animal. Comme un gémissement, mais plus primitif. Le train file. On arrive à la rue 34, à quelques stations de mon arrêt. Les portes s'ouvrent, et cette odeur, putain, ça envahit tout le wagon. Je suis tétanisé, et je regarde la main sur le couteau, prêt à ouvrir en une seconde. Je suis prêt pour le combat. Les portes commencent à se refermer, puis j'entends quelqu'un courir dans le tunnel, et respirer. Fort, comme si un manteau frottait contre les murs. Non, c'est pas vrai. Les portes se ferment et soudain, bam, un visage s'écrase contre la vitre. Les yeux jaunes, presque phosphorescents, la bouche ouverte en grand, trop large, bien trop large, la peau bleue, collée contre la vitre, et sa langue bordel, une langue de 7 cm, blanche, visqueuse, dégoulinante, de salive épaisse. Le conducteur se génie, croit que c'est quelqu'un qui a raté le train, et il ouvre. Dieu, c'est comme ça que je meurs. Le truc me saute dessus. Je tire le couteau et je le plante dans l'abdomen. La lame s'enfonce dans quelque chose de froid. Il n'y a pas de sang, juste du froid, comme si je venais de poignarder un bloc de glace vivante. Les gens dans le wagon hurlent, certains restent figés. Une femme court et le frappe avec son sac à main. Le truc s'effondre, il tremble, il convulse, puis s'immobilise. Je halète. La femme me demande si je vais bien. Je dis oui, à moitié choqué. On descend à la station suivante avec un autre type. On traîne le corps hors du train. Il est étonnamment léger. On monte les escaliers. Il y a un policier juste là. Je lui explique. Il nous suit. On redescend les escaliers. Et là, plus rien. Ni le corps, ni la femme, ni le gars. Juste le silence. Je reste planté là, le cœur qui bat dans mes tempes. Le policier me regarde, soupire. Il me demande si je suis défoncé. Je dis non. Il ricane et s'en va. Je regarde autour de moi. Tout est calme. Trop calme. Comment 3 personnes peuvent disparaître comme ça à Times Square? J'ai décidé de pas creuser. Je sors. Je prends un taxi. Je rentre chez moi. Je fume un gros joint avec ma sœur. Et j'essaye d'oublier. Mais depuis, impossible de prendre le métro sans sentir cette odeur, ce froid, et voir ce sourire. Voici l'histoire de ma rencontre avec le Goatman. J'avais 16 ans, noir, et j'ai de la famille en Alabama. Ce sont des fermiers et possèdent des terres du côté de Huntsville. Mon oncle a une grande maison et plusieurs caravanes dans les bois pour le camping ou la chasse. Des cousins me proposent d'aller camper là-bas. Ils savent que je suis un gars de ville et que j'ai grandi à Chicago. Ils m'embêtent depuis des mois. On rassemble des vivres, on tue un cochon et quelques poulets. On prend le nécessaire pour quelques jours. On arrive au camp et on sent qu'il y a un truc bizarre. Il y a une odeur bizarre dans l'air. Un peu comme de l'ozone, comme juste avant une tempête. Mais on n'y fait pas attention. On dépose nos affaires et on va se baigner dans un torrent. Un vieux mec blanc et un ado sortent des buissons sans prévenir. Il a un fusil sous le bras. Il nous salue. Il demande ce qu'on fait si loin dans les bois. Je lui parle de mon oncle. Il le connaît. Je lui dis qu'on campe pas loin. Il nous dit qu'il vaut mieux d'être prudent et rester groupé dans ce coin. Un gros animal vit dans les bois. Son fils, qui a mon âge, lui demande s'il peut rester avec nous et il commence à nous connaître. Il approuve. Je vais arrêter ici avec cette mise en forme. L'histoire est assez longue et j'ai moins de mal à écrire comme ça. Donc la rencontre a débouché sur une partie de foot. Avec moi, il y avait l'ado blanc, Tanner, 5 de mes cousins, et puis 4 amis à eux. Au total, on était 5 filles et 6 mecs.
On avait tous entre 15 et 17 ans. À la fin, on s'ennuyait un peu, alors on a décidé de rentrer au camp et de ramener de quoi faire un feu, même si les deux caravanes avaient chacune une kitchenette. Tanner nous a dit que la propriété de sa famille était juste à côté de celle de mon oncle. Il a annoncé qu'il passait chez son père pour le prévenir qu'il restait camper avec nous. Un de mes cousins, Rooster, s'est alors proposé de l'accompagner, car il commençait à faire nuit. Une des filles les a suivis. Il était 19h, et il faisait déjà assez sombre. Ils ont pris des lampes torches avant de s'engager sur le sentier vers la maison de Tanner. Nous, on frissonnait autour du feu. On s'est fait griller des marshmallows, on a bu, on a flirté avec les filles. 30 ou 40 minutes après, l'odeur d'ozone est revenue. Je pouvais la sentir par-dessus celle du feu qui brûlait juste à côté. C'était persistant, cuivré, comme quand vous saignez du nez. Et puis ça s'est arrêté soudainement. Ce n'était pas exactement comme du sang séché, mais c'était le même genre d'odeur métallique qui vous reste au fond de la gorge. On a d'abord pensé que ça venait d'un appareil électrique, ou que quelqu'un avait laissé une plaque chauffante allumée. Donc, on a cherché dans les caravanes d'où ça pouvait venir, mais aucun appareil n'était allumé. Malgré l'odeur persistante, c'est là qu'on a entendu des gens se ruer vers nous. C'était Rooster, Tanner et la fille, qui arrivaient dans la clairière, complètement à bout de souffle. Ils n'ont même pas arrêté leur course. Ils se sont directement précipités dans la caravane, près du feu. On s'est tous rassemblés à l'intérieur. On leur a laissé un moment pour se calmer. Rooster avait l'air à deux doigts de pleurer. Pendant ce temps, le feu n'arrêtait pas de décliner. Alors deux de mes cousins ont décidé d'aller l'allumer le générateur qui se trouvait dans le cabanon entre les deux caravanes. Tanner s'y est opposé. « Vous faites pas ça !» On verrouille la porte et personne ne sort. Il avait pleuré lui aussi. Ses yeux étaient rouges et son pantalon était sale. Il nous a raconté ce qui s'était passé. Ils sont arrivés chez lui et son père était d'accord pour qu'il passe la nuit avec nous, mais en leur recommandant d'être très prudent sur le chemin de retour et en leur proposant de prendre un de ses fusils de chasse, juste au cas où. C'était qu'ils avaient vu quelque chose sur leur terre il y a quelques jours. Un de leurs porcs avait été trouvé éventré et à moitié dévoré. Ils avaient supposé que c'était fait par des coyotes ou d'un cougar, même s'ils n'ont pas l'habitude de s'attaquer au bétail. Tanner est monté dans sa chambre pour récupérer ses affaires, disant à son père qu'il se passerait du fusil, car les coyotes évitent les gens normalement. Lui et les autres se sont donc remis en route vers les caravanes. Rooster avait fini par arrêter de trembler de pleurer. La fille aussi, elle se contenait de regarder par la fenêtre avec un air ahuri. D'après lui, ils étaient à mi-chemin quand ils ont commencé à entendre des trucs bizarres dans la forêt. Il faisait presque noir, donc il n'était pas sûr de ce que c'était. C'est là que la fille a entendu du mouvement dans les buissons à l'écart du sentier. Ils ont tous dirigé leur lampe en direction du bruit pour révéler un homme, se tenant droit dans une petite dépression. Ils lui ont crié dessus, lui ont dit qu'il leur avait fait peur et que c'était un crétin. Rooster a alors réalisé que l'homme leur tournait le dos. Ils ont donc repris leur marche, et c'est à ce moment-là que l'odeur cuivrée d'ozone est revenue. Un peu plus loin, en regardant autour d'eux, ils ont encore aperçu un homme debout dans le faisceau de leurs lampes, toujours le dos tourné, mais cette fois, un peu plus près du chemin. Ils ont commencé à sérieusement presser le pas. Tanner n'arrêtait pas de dire des gros mots. Putain, j'aurais dû prendre ce putain de fusil. L'odeur était encore trop forte dans la cabane au moment où il nous racontait ça. Rooster a repris. Au moment où le groupe a commencé à presser le pas, des sortes de chuchotements lents ont commencé à se faire entendre des deux côtés du chemin. Alors qu'il commençait à prévoir de retourner dans la caravane, la fille a dit qu'en jetant un coup d'œil avec sa lampe de poche, elle avait vu quelque chose en train de se branler dans les bois. Les chuchotements devenaient de plus en plus forts, et quand ils ont pu voir la lumière du feu de camp, quelque chose est sorti des bois à une trentaine de mètres derrière eux. Sur le chemin, c'était un homme énorme. Ils ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient jusqu'à la caravane. Donc, on était là, perdus au milieu des bois, et à ce stade, on se disait que ça devait être des busseaux ou un truc dans le genre, qui voulaient nous faire chier. Tout à coup, mon autre cousin, Junior, a commencé à raconter que quand il était à l'école, un gosse des Amérindiens du coin lui avait parlé de la légende de l'homme bouc, le Goatman, un truc du genre. On lui a rapidement dit de fermer sa gueule parce qu'on n'avait pas besoin de parler des trucs qui font peur. Mais il continuait à nous décrire comment était ce putain de Goatman, et qu'on était dans sa forêt. Il arrêtait plus. À l'époque, je n'avais jamais entendu parler de ce Goatman, mais quelques années plus tard, l'année où j'ai reçu mon diplôme, j'ai eu une longue discussion avec mon coloc qui était d'origine Menon, une tribu amérindienne, et qui en savait un rayon de questions et de légendes locales.
Pour résumer, c'est un mec avec une tête de bouc. Il peut se métamorphoser et s'introduit dans des groupes de gens pour les terroriser. Il est dit aussi que c'est un peu comme un Wendigo. Rien que le fait d'en parler porterait le malheur, et encore pire si vous le voyez. Gardez à l'esprit que je n'en savais rien quand j'avais 16 ans. Alors mon cousin disait, le Goatman va nous choper et nous massacrer. Les filles étaient terrifiées. Et mes cousins et moi, nous essayions de savoir si c'était pas juste un pécuno ou un animal. Quelques secondes plus tard, l'odeur a disparu. À ce jour, je n'ai jamais vécu rien de pareil. Normalement, une odeur s'estompe progressivement, mais là, elle cesse d'exister. Elle s'évanouit et juste part de l'existence. Une heure après, aux alentours de 21h ou 22h, je dirais, on a arrêté de flipper, on a pu sortir pour alimenter le feu. On a pensé que ça devait être des connards qui essayaient de nous faire peur, donc on a choisi de ne pas rentrer à la maison. Parce que je pense si on l'avait fait, ils nous auraient pourchassés à travers les bois ou un truc dans le même genre. Rien d'autre bizarre ne s'est passé cette nuit. On a resté une nuit de plus, mais rien ne s'est produit non plus. Du moins, jusqu'à 1h du matin, environ. On était dehors, en train de boire et de se raconter des histoires de fantômes, alors que l'un de nous finissait une histoire. L'odeur est revenue. Elle était tellement forte qu'une des filles en a dégueulé. Je me suis levé, et je me suis rendu compte à quel point l'air était froid. J'ai proposé qu'on retourne à l'intérieur des caravanes, mais au fond de moi je savais que c'était pas la bonne solution. On aurait juste dû se barrer. On est donc tous rentrés, hébétés. Junior se mettait à raconter des trucs sur l'homme Book, le Goatman, et Rooster essayait de le faire taire. Et moi, je sentais que juste quelque chose allait pas. Il y avait quelque chose qui cloche, mais j'arrivais pas à dire quoi. On a fini par s'asseoir et attendre pendant quelques minutes. L'odeur était tellement forte, on était tous tellement terrifiés qu'on s'est blottis les uns contre les autres. On a fini par cuire des saucisses pour tout le monde, parce que personne ne voulait sortir manger. C'était ces paquets avec 4 saucisses. On avait en tout 3 paquets. Je les ai fait griller sur la poêle et j'ai donné un hot dog à chacun. J'ai pris le mien. Après un temps, l'un de mes cousins s'est levé pour en prendre un autre. Il a commencé à râler en demandant pourquoi j'avais le droit d'avoir 2 saucisses alors que les autres n'en avaient qu'une. Et je l'ai regardé en me disant « Mais qu'il est con !» Je lui ai dit que tout le monde n'en a eu qu'une, parce qu'il n'y avait que 12 saucisses. S'il en voulait d'autres, il avait à ouvrir un nouveau paquet et en faire cuire d'autres. C'est à ce moment-là qu'une des filles, qui était allée avec Rooster, Ethan, a commencé à hurler. « Oh mon Dieu, faites-les sortir !» Elle pleurait et tremblait, et mon cousin est allé vers elle en lui disant « Putain meuf, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» On a tous les deux regardé partout dans la pièce, et là j'ai senti que mon cœur est tombé. On a couru comme des dingues en dehors, et la fille nous a suivis. La porte de la caravane claquait contre le bord à chaque fois que quelqu'un en sortait. Un des amis de mon cousin nous a demandé ce qui se passait. J'ai alors compté combien on était. On était plus que 11. Je raconte pas de la merde, a confirmé mon cousin. Selon lui, il y avait 12 personnes dans la caravane. Mais vu qu'on se connaissait pas très bien, on était un peu étrangers tous, personne n'avait pas vraiment remarqué qu'il y avait une personne en trop pendant tout ce putain de temps. Et puis j'ai réalisé que j'avais déjà plus ou moins remarqué que quelque chose n'allait pas. Vous voyez quand vous essayez tellement d'avoir un bon temps que vous faites plus vraiment attention aux petits détails bizarres? Je jurerais, sur ma tête, que quelqu'un d'autre était avec nous dans la caravane, et qu'il est resté avec nous pendant au moins une putain de journée, à manger avec nous. Le pire dans tout ça, c'est que je pourrais pas savoir qui c'était, puisque je pense que personne n'a interagi avec l'autre personne qu'on pourrait considérer à ce point-là était un Goatman. La fille qui était sortie en courant restait là, à prier Jésus, pendant qu'on était assis en rond dehors. Finalement, on s'est équipé de putains de longs bâtons, et on est revenu dans la cabane. Mais il n'y avait personne. On a de nouveau compté, et on était 11. On est retourné dans la caravane, on a verrouillé la porte. On a expliqué le merdier qui s'est passé à la fille. Elle nous a dit qu'elle avait aussi compris, mais au moment où elle allait en parler, juste avant notre moment de panique en général, la personne qui était juste assise à côté d'elle a empoigné sa jambe et s'est penchée vers elle en lui disant quelque chose qu'elle n'a pas pu comprendre. Donc, on était tous secoués au point de se serrer les uns contre les autres. Et c'est après que je me suis endormi. Quand je me suis levé, le soleil se levait à peine et la moitié des gens dormaient, pendant que l'autre moitié emballait nos affaires. On voulait tous retourner à la maison, mais 4 d'entre nous voulaient encore rester jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé. Et certains pensaient encore qu'on flippait pour rien et voulaient toujours rester. Moi, je voulais juste sortir de ces putains de bois. Le nom de la fille, qui s'était fait toucher par l'homme Book, le Goatman, était Kira. Bref, je lui ai demandé si elle pensait vraiment que c'était quelque chose de mauvais, le Goatman,
Elle m'a répondu qu'elle voulait simplement retourner à la maison, et ne surtout pas rester toute seule dans les bois une autre nuit. On a finalement décidé de se séparer. Les 4 qui voulaient partir le pouvaient, mais je devais rester parce que j'avais les clés de la cabane, que c'était celle de mon oncle et que je devais la verrouiller. J'étais super énervé à ce stade, parce que j'avais l'impression que les autres ne prenaient pas du tout ça au sérieux et s'en foutaient que je voulais clairement pas rester dehors dans les bois pendant une autre nuit. J'ai passé le restant de la journée à tenter de convaincre les autres. À présent, 4 filles et 4 mecs, de déguerpir. Vers 16h, Tanner est parti chez son père récupérer un fusil, en disant qu'il allait revenir. On était donc plus que 7. À 17h, il n'était pas toujours revenu, et tout le monde a commencé à devenir super nerveux. À ce stade, la seule raison qui me poussait à arrêter de le supplier de s'en aller était qu'il était parti chercher une arme. Il était plus ou moins 17h30, quand celui de mes cousins qui était resté avec nous a dit que la fille, Kira, était dehors. On a tous regardé dehors, et effectivement, elle se tenait près du feu du camp, dos à la caravane. Je me suis demandé pourquoi elle était revenue alors qu'elle était si effrayée, et puis j'ai eu cette sensation désagréable au niveau du ventre. Gardez en tête que pendant tout ce temps, l'odeur métallique était partie, et à ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais très légèrement la sentir. Je l'ai signalé aux autres et tout le monde. Et là, tous ceux qui ont insisté pour rester dans ces putains de bois, alors qu'on avait ce putain de Goatman à notre os, m'ont ri au nez en me demandant si j'avais monté toutes ces histoires pour leur faire peur. Je leur regardais en mode « Putain, je vous assure que c'est pas des conneries là ». Je leur ai demandé pourquoi je me serais amusé à faire tout ça. Et là, une des filles est descendue chercher Kira, mais elle s'est arrêtée net à mi-chemin. Kira avait commencé à trembler. Bordel, je sais pas comment on pourrait décrire ça. C'était comme si quelqu'un, le dos tourné, riait sans faire le moindre son. Ça a été le déclic qui m'a fait réaliser qu'il n'y avait pas un son dans tous les bois. La forêt était parfaitement silencieuse. On était genre vers fin septembre. Il faisait donc encore assez chaud à ce moment-là, même s'il faisait aussi super froid certains jours. Et normalement on pouvait encore entendre les oies, des oiseaux et des écureuils jacasser. Donc je suis sorti à mon tour et j'ai demandé à la fille de revenir immédiatement dans la caravane. Elle est retournée avec nous et on a verrouillé la porte. On a abaissé tous les stores sauf un, et un de nous s'est posé devant, assis sur une chaise pour la surveiller. Kira, la fille qui était dehors, est restée plantée là pendant bien 20 minutes. Le type qui la surveillait s'est retourné pour nous dire qu'elle était toujours là, et là, il y a eu un énorme coup sur la porte. On s'est tous levés d'un bond, et on s'est dispersé à travers tout le salon de la caravane. Le coup était vraiment putain de puissant. À ce moment-là, mon cousin serrait dans ses bras une des filles. Les 2 autres rigolaient nerveusement, et moi et les 2 autres gars, on se chiait littéralement dessus. Et puis on a entendu Tanner. Il criait « Mais bordel, laissez-moi entrer, ouvrez cette putain de porte !» On était jusqu'à la porte et on l'a ouverte. Il est tombé à l'intérieur, un fusil dans les bras. Il n'y avait personne d'autre au dehors. Apparemment, il avait marché jusqu'au lieu du campement. D'après lui, rien de bizarre ne s'était produit dans la forêt. Mais quand il est arrivé sur place, il avait vu une fille. Mais ce n'était pas Kira selon lui. Quand il a atteint l'oreille de la clairière, elle s'est tournée vers lui, la bouche grande ouverte, le suivant lentement du regard pendant qu'il progressait dans la clairière. Il a réalisé qu'elle se rapprochait de lui, vers la moitié de la distance qui le séparait des caravanes. Elle était près du feu au départ, et sans qu'il l'ait vue, elle s'était retournée, et la distance qui les séparait s'était réduite. Tanner a pris peur, et il a couru le reste de la distance en espérant que la porte serait ouverte. Quand il s'était rendu compte qu'on l'avait verrouillée, il s'est retourné et s'est rendu compte que la fille était encore rapprochée. Elle était à mi-chemin entre lui et le feu. Après avoir fini de raconter ça, Tanner a regardé autour de lui et il est devenu super pâle d'un coup. Il m'a mise à l'écart et m'a chuchoté à l'oreille. « Tu sais qu'on n'est plus que 7 ici, hein ?» J'ai eu cette sensation de creux dans le ventre. Comme quand on t'annonce un truc terrible auquel tu t'attends pas. Le Goatman était revenu à l'intérieur de nous, pendant qu'on se mettait d'accord sur qui allait où, et encore une fois quand on est tous sortis dehors pour parler plus tôt dans la journée. Ça en avait simplement profité pour se glisser dedans. On a regardé à travers la fenêtre, et il n'y avait personne dehors. On s'est tous recomptés, et ensuite en gros, j'ai demandé à tout le monde combien on était avant. Tout le monde a dit 8. J'ai répondu bien, combien de personnes sont ici en ce moment. Ils ont tous recompté, et se sont rendus compte qu'on était plus que 7 personnes dans la caravane. Tanner avait ramené plusieurs boîtes de munitions, et son fusil. Il expliqua à son père qu'il y avait une sorte d'animal dans la forêt, parce qu'il pensait pas que son père aurait cru qu'il y avait un Goatman dans la forêt. Il nous a dit que son cousin était censé venir bientôt, et qu'il ramènerait tout le monde dans sa voiture le lendemain. À ce moment-là, j'étais vraiment terrifié.
Mais je me sentais un peu mieux, vu qu'on pouvait être des vrais Américains et flinguer l'enculé s'il essayait encore de se foutre de nous. Et puis, il y a eu cette grosse engueulade entre Tanner et une des filles, parce qu'elle pensait encore que Tanner et moi on avait monté ça de toutes pièces, et qu'elle commençait à être vraiment effrayée, et ne trouvait plus ça drôle. Il arrêta pas de lui répéter que c'était pas notre genre de faire ça, et puis il nous a sorti ça. Alors pourquoi la fille qu'on a vue, ce serait pas juste Tanner avec une perruque? Ou si c'est vraiment le Goatman, comment on peut savoir si le vrai Tanner est pas l'homme-book, qui l'aurait buté et qui aurait pris son fusil? Donc, on est rentré dans un putain de débat à ce sujet. Tanner et moi, on était en mode, on est peut-être sérieusement en danger, parce qu'au mieux, quelqu'un s'est glissé parmi nous sans qu'on le sache dans cette putain de caravane et s'est mêlé à nous. Et au pire, il y a un truc pas net dans la forêt. Et ce truc est en train de nous niquer. Une des filles s'est mise à pleurer en disant qu'elle voulait juste partir immédiatement. On essayait de lui dire qu'on pouvait pas, vu que personne ne voulait traverser les bois en plein milieu de la nuit. Le soleil commençait à se coucher et le ciel devenait un petit peu nuageux. On a mangé un truc et on a laissé la radio allumée quelque temps, et on captait aucune station intéressante. On l'a donc éteinte. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que le cousin de Tan s'est pointé. Je pense qu'il devait avoir dans les 19 ans. Le soleil était pratiquement couché. Il était muni de ses lampes torches ultra résistantes et d'un autre fusil. Pendant qu'il approchait des caravanes, on a demandé en murmurant à Tanner s'il était certain qu'il s'agissait de son cousin. Il a acquiescé. Le type a regardé derrière lui et tout autour du camp avant d'entrer. Il nous a tous regardés. Il avait l'air un peu confus. Il nous a dit « Où est votre petite pote ?» Je pensais qu'elle me rejoindrait à la cabane. Elle doit être un petit peu lente, non? Puis, il nous a demandé si on avait cuisiné avec du sang, parce qu'il y avait comme une odeur de sang ou de métal chauffé à blanc, tout le long du chemin jusqu'à la caravane. On était tous genre, non. Et puis, mais putain, de quelle fille tu parles? Il avait pris le même sentier que Tanner avait pris pour venir un peu plus tôt, et il aurait rencontré une de nos potes, en plein milieu du chemin. Il le regardait la bouche grand ouverte. Il lui aurait posé un tas de questions, mais elle ne faisait que le regarder. Puis, elle lui a souri, et il a repris sa marche sans l'arrêter. Et puis, pendant qu'il continuait, il s'est rendu compte qu'elle l'avait suivi, et elle restait constamment à une certaine distance derrière lui. Il lui a demandé s'il était blessé ou quoi, ou si elle avait besoin d'aide, mais elle continuait de le fixer sans rien dire. Finalement, il a poursuivi son chemin. Plus loin, il s'est retourné dans un virage de sentier pour vérifier si elle allait bien, mais il n'y avait plus personne derrière lui. Il s'est dit qu'elle avait dû prendre un raccourci à travers les bois pour arriver à la caravane. On lui a raconté toute l'histoire. Je m'attendais à ce qu'ils disent qu'on racontait de la merde, mais il est simplement resté là à écouter, avant de finir par s'asseoir sur le canapé du salon. Le cousin de Tanner, on est revenu à la fille. Il nous a dit qu'il pensait qu'elle faisait visiblement son possible pour rester à distance derrière lui, vu que ça avait tendance à le perturber. Il essayait de la laisser le dépasser, ou au moins d'arriver à son niveau, mais il avait beau marcher le plus lentement qu'il pouvait. Elle était toujours un peu en retrait. C'est là qu'il a commencé à sentir cette odeur désagréable qui devenait de plus en plus forte à mesure qu'il se rapprochait du camp. Finalement, à un moment où l'odeur était devenue presque insupportable, la fille a dit quelque chose à voix basse qu'il n'a pas pu saisir. Quand elle s'est retournée, elle se trouvait juste devant lui. Il a reculé. C'est à ce moment-là qu'il lui a demandé si tout allait bien, et si ce n'était pas le cas, qu'il pouvait la porter le reste du chemin. Mais elle est simplement restée là, à le regarder. Il a alors essayé de tendre son bras pour attraper par l'épaule, mais il avait du mal à évaluer la distance. Sa main s'était posée dans le vide, comme si la fille avait bougé sans qu'il le voie. À ce stade, on était sûr que tout ce merdier était bien réel, à moins qu'il s'agisse d'un coup monté par Tanner, ce qu'on pouvait écarter, vu qu'il était limite en train de se pisser dessus. Donc, ils ont chargé leur fusil, on a mangé un peu plus, et on est sagement resté là à ne rien faire jusqu'à pratiquement 23 heures. Encore aujourd'hui, à chaque fois que j'y pense, je prie vraiment pour que ce n'ait été qu'un énorme canular monté par mes cousins qui m'était destiné, et qu'il m'ait vraiment jamais révélé que c'était une blague, histoire que je chie des briques pour le reste de mes jours. Mais vers 23 heures, l'odeur de cuivre était devenue une odeur de sang vraiment dégueulasse, comme si on faisait bouillir du sang et qu'on brûlait des cheveux. Tanner et son cousin, Reese, ont tout de suite compris ce qui se tramait et ont empoigné leur fusil. Et il y avait quelque chose à la porte. Je pouvais pas dire si ça l'a griffé ou si ça l'a frappé. Je dis pas de la merde. Il y avait une voix qui ressemblait aux chats et chiens qu'on peut voir sur YouTube, à qui on apprend à, entre guillemets, parler. C'était une voix bizarre, hésitante, et ça disait « Bordel, laissez-moi entrer. Ouvrez ce putain de porte. » J'ai encore eu la sensation de genre « Oh putain !» Et une des filles a commencé à pleurer et à prier Jésus. C'était
tellement évident que c'était pas une personne qui parlait. Ça n'avait pas la bonne cadence. C'est quelque chose que je n'avais jamais réalisé jusque-là, mais chaque personne a une certaine cadence quand elle parle. Peu importe la langue parlée, tout le monde a un certain rythme de parole. Ce truc n'avait aucune régularité. Aucune régularité, aucune humanité. Donc là, j'étais en mode panique totale. On n'arrêtait pas de gueuler. Qui c'est? Arrête de traîner ici, mec. Et pendant un bon quart d'heure, il n'a fait rien que dire dedans et laissez-moi entrer. Peu après, l'odeur s'est dissipée pendant un temps. Et tout au long de l'heure qui a suivi, on a pu entendre ce truc rôder autour de notre refuge. Toutes les quelques minutes, il revenait à la porte et disait quelque chose. Finalement, vers 2 heures du matin, l'odeur s'est entièrement dissipée. Rhys a dit « Allez, tant pis », et il est sorti avec son fusil. Il a tiré en l'air. Il a dit un truc du genre « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, va-t'en ». Il a alors tiré 2 autres coups. Et là, venant des bois vers la rivière qui se trouvait près du campement, on a tous distinctement entendu quelque chose qui marmonnait ou ululait. Et puis, ça a commencé à crier. C'était presque comme si on avait mis une gonzesse et un chat dans un sac et qu'ils criaient à l'unisson. J'avais jamais rien entendu pareil. Puis on a entendu bruire les buissons, comme si quelque chose se déplaçait sous leur couvert. Rhys a tiré dans cette direction quelques balles et a rejoint la caravane en reculant. On a verrouillé la porte, mais on pouvait toujours entendre cette créature fredonner et crier. Rhys nous a dit que quelque chose venait de sortir des buissons et ramper lentement vers la cabane. C'était sur ce truc qu'il venait de tirer. Toute la nuit s'est passée comme ça. Des cris continus pendant les heures suivantes, des mouvements dans la forêt. La chose n'est finalement jamais revenue vers la cabane avant que tout le monde s'endorme. Pendant ce temps, Tanner était assis sur une chaise, surveillant la porte avec son arme, et personne d'autre n'a vu ou entendu ce qui va suivre. Il ne me l'a dit que 2 jours plus tard. Après tout, c'est terminé. Tanner m'a dit qu'il somnolait depuis que les cris et les autres bruits s'étaient arrêtés. Il était quasiment endormi quand il a vu quelqu'un sortir de la salle de bain, s'allonger sur le sol et s'endormir. Il est simplement dit que ça devait être l'un d'entre nous et s'est de nouveau mis à somnoler. Mais il s'est remis en alerte peu de temps après. Il a compris que quelque chose ne tournait pas de rond et pendant qu'il faisait semblant de dormir, il a compté combien on était. Il y avait 9 personnes dans la cabane. Il ne voulait pas risquer de tirer sur ce truc dans la cabane. Il savait pas de quoi cette créature était capable. Ou il aurait pu réveiller Rhys, qui aurait commencé à tirer partout et nous blesser. Il est juste resté réveillé toute la nuit faisant semblant de dormir pour surveiller l'intrus. Parfois le truc se relevait et s'agitait bizarrement ou au côté, comme s'il riait. Et puis, il retournait à sa position allongée. Cette histoire se termine sans une vraie conclusion, parce que de mon point de vue, rien ne s'est poursuivi ensuite. Nous nous sommes levés le matin, et j'ai remarqué que Tanner était un peu nerveux, et qu'il évitait nos regards. On a pris notre petit déjeuner, on a tout remballé, et on s'est dirigé vers sa maison. Il est sorti en dernier de la cabane en disant qu'il se chargerait de fermer, ce que j'avais pas du tout envie de faire, et qu'il me ramènerait la clé de mon oncle, que je pouvais commencer à avancer et qu'il me rattraperait. On a pu faire une certaine portion du chemin avant qu'il rejoigne en courant. On a trottiné jusqu'à chez lui, et puis Rhys m'a ramené chez mes cousins. Apparemment, Tanner était retourné à la cabane pour la verrouiller et à regarder à l'intérieur. Il y avait une fenêtre dans la salle de bain. On avait juste été trop cons pour penser à verrouiller celle-là. Elle était grande ouverte. Je suis sûr que la créature a fait ça tout le long. Elle attendait qu'on s'endorme et se faufilait parmi nous. D'après Tanner, la créature est restée un peu derrière nous pendant toute la route jusqu'à la maison. Et au moment où on arrivait à la lisière, elle est restée immobile dans les forêts. Et elle l'a fixée intensément avant de repartir dans les bois.